peut pas avoir un débat public qui intervienne dans des conditions qui sont déterminées par des gens qui habitent en Californie. Dans ce cas-là, on n'est pas véritablement souverain. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, à n'importe quel moment, un Gus à Palo Alto, en ce qui concerne Facebook ou Instagram, décide que ça va être plus vu ou ça va être moins vu. Et imaginez qu'à un moment donné, les États-Unis ont intérêt à favoriser, je sais pas, tel candidat en 2027, et ils commencent à pousser ces contenus sans que personne soit au courant. Nous, en tant que peuple français, c'est quand même une difficulté. C'est-à-dire que derrière, on va être dirigé par des gens qui n'auront pas nécessairement eu vocation à nous diriger. Vous avez dit que Macron avait été élu en grande partie grâce aux médias. Et ces mêmes médias, ils ne vous portent pas dans leur cœur. Oui, ça on peut le dire. Ouais. Du coup, ils m'ont beaucoup aimé. Hein. Tant que j'étais un gentil garçon qui ne mettait pas en danger les intérêts de leur patron, c'était incroyable. La différence de traitement que j'ai eue à partir, en gros, de la publication de Crépuscule et des Gilets jaunes, c'est spectaculaire. Je suis passé de l'enfant adoré, le fils chéri de la République, à une sorte d'antéchrist extraordinairement dangereux. Oui, voilà. C'était... Oui, parce qu'il faut imaginer ce que ça peut faire pour eux. Donc, je coche toutes les cases, des grandes écoles, des institutions aussi. Je fais un stage à la Cour pénale internationale à 20 ans. Ils me recrutent dans la foulée auprès du procureur. Derrière, j'ai au ministère des Affaires étrangères. Puis après, j'ai au Max Planck, qui est l'équivalent du CNRS allemand, comme chercheur senior à 24 ans. Enfin, ils m'envoient à Yale, qui est la concurrente d'Harvard, la plus grande école de droit aux États-Unis, là où les Clinton ont été formés, ainsi de suite. Il y a toute une série de Normal Sup, Sciences Po, le doctorat... C'est-à-dire que, normalement, quelqu'un qui a ce parcours-là va servir les intérêts du système qu'il a adopté, parce qu'il s'y trouve confortable. La réussite au sein de toutes ces institutions semble démontrer que vous êtes parfaitement accouplé à ce système. Et donc, on vous donne beaucoup de marge de manœuvre, et on vous loue parce qu'on pense que vous allez perpétuer un peu tout ça. Et alors, quand cette même personne retourne brutalement toutes les armes de ce pouvoir contre ceux qui considèrent être quelque part ses pères spirituels, évidemment, c'est presque une déclaration de guerre. Ça devient une sorte de parricide inacceptable qu'il faut sanctionner. Et ça devient un peu ce qui est devenu ma vie, une sorte d'odyssée homérique où vous vous retrouvez avec... on parle beaucoup dernièrement des accusations de viol parce que c'est le dernier, mais auparavant, harcèlement, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu de tout, imposture complète, on a prétendu que j'avais fabriqué des faux diplômes, que je sais pas quoi. Vous voyez, on essaye par tout moyen de trouver la façon de stigmatiser la personne et de l'isoler. Terrorisme, complot au Sénégal, j'encourais perpétuité, c'est une sorte de choses où vous dites, mais comment un homme peut-il être aussi horrible? Vous voyez, est-ce que ça existe vraiment? Et vous vous rendez compte Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a des structures indépendantes comme la vôtre qui font que ces entreprises de destruction ne fonctionnent plus. En fait, parce que très rapidement, il y a un effort immense de la part de ces appareils de pouvoir, mais sauf que les gens vous voient. Et ils voient que vous avez l'air quand même relativement normal, pas peut-être avec ses défauts, mais que vous êtes loin de l'image monstrueuse qu'on a essayé de vous fabriquer. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, on vous présentait comme un monstre dans des médias institutionnels, c'était fini. Il n'y avait pas de deuxième chance, il n'y avait pas de... vous voyez, ça s'arrêtait là, quelque part, quoi. Et ça, ils n'ont pas encore tout à fait compris, ils n'ont pas encore réussi à trouver la façon de retourner la situation, et c'est là où on a peut-être un petit chemin à travers, notamment, ces à côté. Quand sur YouTube, vous faites régulièrement 1 million de vues, ça dépend, ça peut aller de 100 000, 1 million, mais... Donc, ça démontre qu'il y a une attente d'une part de la société, parce que les algorithmes en France sont assez peu manipulés. Parce que les maîtres du monde aujourd'hui, c'est quoi? C'est les Zuckerberg, c'est les patrons de YouTube, de Google, c'est les Elon Musk, patron de Trump, patron de Trump, c'est un beau lapsus, patron de X, ex-Twitter et ainsi de suite. Et c'est des gens pour qui le destin de la France, ça compte un peu, mais c'est secondaire. Vous voyez, c'est pas dans le top de leurs priorités. Donc, c'est pas des gens qui vont être très attentifs à s'assurer que ce soit tel ou tel candidat qui soit favorisé ou telle figure. Ils laissent pas mal de liberté. Et Macron et l'Élysée font beaucoup d'efforts pour essayer de les amener à censurer tel compte, à changer leurs algorithmes. Il y a des rapports de force, mais en vrai, vous êtes Musk, vous pesez 400 milliards de dollars, vous êtes la main droite du président des États-Unis. Macron, vous en fichez un peu, quoi. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui soit en mesure de vous influencer beaucoup. Vous avez peut-être lui filer un coup de main à un moment parce que ça vous arrange, parce que vous avez envie de visiter Disneyland ou la Tour Eiffel. Vous voyez, mais ça va pas aller beaucoup plus loin.
À ce stade. À ce stade, et tant que vous n'êtes pas trop confrontationnel avec l'appareil d'État états-unien, qui lui, sinon, va faire remonter des signaux, type la CIA et compagnie, ils vont commencer à faire savoir à la Maison-Blanche, là, celui-là, il faudrait mieux l'éteindre parce que il va être, disons, je sais pas, pro-russe, pro-chinois, et il va présenter un danger secondaire, mais un danger quand même par rapport à nos intérêts immédiats. Ça joue, et donc derrière, évidemment, ça peut affecter, in fine, votre capacité à exister dans l'espace public. La directrice, en tout cas une des employées de la direction des affaires publiques de Snapchat, en avait parlé, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui était très intéressante. Elle avait été auditionnée, je ne sais plus si par le Sénat ou l'Assemblée nationale, après les émeutes, à la suite de la mort de Naël. Et elle avait raconté comment Snapchat s'était coordonné avec l'Élysée pour réduire la visibilité des vidéos qui avaient trait aux émeutes, pour essayer d'étouffer le mouvement qui était en place. Donc ça existe. Et étouffer quel mouvement ? Les mouvements de protestation qui avaient eu suite à la mort de Naël. Donc il y avait été un jeune homme qui était mort lors d'un contrôle de police. Dans mon souvenir, c'était à Nanterre. Je ne peux pas vous dire de bêtises. Et ça avait généré... Vous avez étouffé les soutiens de Naël. Voilà. C'est là où c'est un peu ambivalent. C'est-à-dire qu'en fait, très rapidement, ça avait amené à des mouvements de pillage aussi. C'était pas des mouvements pacifiques de manifestation. Et il y avait eu un effet mimétique où dans toute la France, toutes les banlieues s'étaient embrasées, enfin une grande partie des banlieues s'étaient embrasées, avec des pillages de boutiques et ainsi de suite. Et donc, Snapchat avait accepté de se coordonner avec l'Élysée, raconte donc cette femme, pour réduire la visibilité des contenus qui montraient soit des scènes de pillage, soit des scènes d'incendie de voitures, enfin tout ce que peuvent produire ces émeutes, de façon à réduire l'effet mimétique, c'est-à-dire le fait qu'il y a une sorte de concours de qui serait capable d'aller plus loin dans telle ou telle ville, de quartier à quartier, ainsi de suite. Donc, ça, c'est pas une bonne chose ? Ce qui n'est pas une bonne chose, c'est que c'est pas du tout transparent. C'est-à-dire qu'en gros, on découvre par hasard, au cours d'une audition du Sénat ou de l'Assemblée nationale, que ça a eu lieu sans qu'on soit informé. Et la question qui se pose derrière, mais il y a quoi d'autre comme intervention? S'il y a sur ce sujet, mais sur quels autres sujets, et qui contrôle et pourquoi c'est pas transparent? Là, ça devient un vrai problème, vous voyez. Ça veut dire qu'en gros, il y a des interventions invisibles, en tout cas inaccessibles pour le débat, pour l'espace public, qui pourraient, qu'est-ce qu'on en sait, peut-être toucher aussi à des candidats aux élections. Enfin, vous voyez, comment est-ce que... Et ça ouvre d'ailleurs la porte à une forme de perte de confiance. Les citoyens se disent, mais est-ce qu'on est en train de se faire manipuler? Est-ce qu'en fait, on nous montre des choses pour orienter notre comportement dans un sens ou l'autre? Et tout ce qu'on appelle le complotisme et le conspirationnisme est en fait un phénomène souvent généré par le pouvoir lui-même, qui, en n'étant pas transparent sur ses actions, permet toute forme de spéculation sur la réalité de ces interventions ou non. Et du coup, vous vous retrouvez avec des gens qui ont une crise de confiance à l'égard des institutions, qui s'en distancient, qui s'en détachent, et qui, quelque part, ont une perception radicalisée à leur égard, qui vise tout simplement à les renverser. Et donc l'augmentation de la radicalité naît, à mon sens, de ces interventions cachées, qu'elles soient légitimes ou non. Parce qu'il y a un moment donné, en effet, une régulation publique. Moi, je suis une des principes, pour le coup, des décisions fondamentales qui devraient intervenir si on prenait le pouvoir, c'est rendre public les algorithmes. Ce qu'on appelle l'open source, c'est-à-dire s'assurer que on ne peut pas avoir un débat public qui intervienne dans des conditions qui sont déterminées par des gens qui habitent en Californie. Dans ce cas-là, on n'est pas véritablement souverain. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, à n'importe quel moment, un Gus à Palo Alto, en ce qui concerne Facebook ou Instagram, décide que ça va être plus vu ou ça va être moins vu. Et imaginez qu'à un moment donné, les États-Unis ont intérêt à favoriser, je ne sais pas, tel candidat en 2027, et ils commencent à pousser ces contenus sans que personne soit au courant. Nous, en tant que peuple français, c'est quand même une difficulté. C'est-à-dire que derrière, on va être dirigé par des gens qui n'auront pas nécessairement eu vocation à nous diriger. Donc ça fait partie évidemment des conditions fondamentales pour refaire société, en fait. Pour qu'on se dise, OK, là, on est des citoyens qui ont un véritable contrôle sur leur destin, qui peuvent se faire confiance mutuellement, qui vont trouver un chemin pour vivre ensemble.